Je m'appelle Claire Dupuis-Surpas. Je suis très 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 contente d'être là ce matin. J'aime beaucoup les salons professionnels. Très heureuse de participer à ce mouvement initié par Séverine qui s'inscrit dans la sororité, la solidarité entre femmes. Ça a du sens. Donc moi je m'appelle Claire Dupuis-Surpas. Et je suis la fondatrice de la plateforme de bilan professionnel collaboratif qui s'appelle Ensemble un job. Je vous en dirai deux mots à la fin. Ensemble un job, je l'ai créé il y a 2 ans. Maintenant, nous sommes à Paris, à Lyon, sur la côte est des États-Unis, à Poitiers. Et là, on va partir tout simplement dans le vignoble nantais aussi. Et j'ai la chance d'être dans l'incubateur de l'Alliance Audencia Centrale. Je suis très contente de vous présenter aujourd'hui la conférence sur reconversion professionnelle, faire le tri entre le ras-le-bol et l'envie. L'objectif, c'est de vous donner des éléments de compréhension sur ce que vous êtes peut-être en train de vivre en ce moment. Donc voilà, moi, vous voyez, j'ai commencé ma carrière comme avocate. À 30 ans, j'ai changé de métier. Donc je sais ce que c'est que passer par une période de profond questionnement, de doute, et après de construire son projet professionnel. J'ai vécu ensuite une mobilité géographique de Paris à Nantes. Je le dis parce que ce n'est pas anodin dans une carrière, et ça concerne beaucoup les femmes. Et je suis expérimentée en accompagnement à la recherche d'emploi de groupe. Et donc je suis, comme je vous l'ai dit, la fondatrice d'Ensemble un job. La reconversion aujourd'hui est basée, enfin le processus que je vais vous présenter est basé sur une approche sociologique de la reconversion professionnelle. Donc en fait, vous avez 3 ouvrages qui sont structurants. Voilà, prenez le slide en photo si ça vous intéresse, parce que le bouquin, par exemple, le premier livre, malheureusement n'est pas encore traduit, donc c'est pour les anglophones, mais ça se lit comme un roman. C'est une jolie étude sur les changements de rôle. Donc n'hésitez pas à le lire. Les 2 livres sont plus universitaires, ils sont moins romancés, mais néanmoins, si le processus vous intéresse et si ce que je vais vous dire vous intéresse, vraiment n'hésitez pas. Donc si vous êtes dans un questionnement sur votre reconversion professionnelle, vous devez répondre à 2 questions. Vous devez d'abord répondre à pourquoi, avant de savoir pourquoi vous allez aller. Et si vous faites l'économie de ce pourquoi, vous passez probablement à côté de quelque chose d'important. Donc comment ça va se passer aujourd'hui? Je vais d'abord vous indiquer aujourd'hui ce qu'on considère comme une reconversion professionnelle, puisqu'aujourd'hui c'est devenu presque un phénomène sociologique. En réalité, ça obéit à des critères précis. Ce qui est intéressant quand on sait ce que c'est qu'une reconversion, c'est qu'en réalité on est plus clairvoyant sur ce à quoi on va s'engager et savoir si ça répond profondément à nos envies. Ensuite, je vais vous présenter les différentes étapes d'une reconversion professionnelle. Et si j'ai le temps, puisque j'ai bien compris qu'on était bien timé, je vous donnerai des conseils pour avancer. Et puis, on aura un temps d'échange dans tous les cas. Donc, une reconversion professionnelle, de quoi on parle? C'est d'abord un changement radical de métier et de domaine. Ça veut dire que lorsqu'on est dans une logique de reconversion, on est au clair avec le fait qu'on va lâcher des choses. Donc, on va abandonner des compétences ou des savoirs qu'on a pu mettre longtemps à acquérir et que ça implique aussi d'en acquérir de nouveaux. C'est absolument excitant et formidable, mais il faut juste être au clair avec ça. En revanche, si vous êtes, je vous parle, moi je suis une ancienne avocate, si vous êtes avocat et que vous passez vers juriste d'entreprise, on n'est pas sur une logique de reconversion, ce qui est génial aussi. Ce qui est important, c'est que ce soit votre chemin. En revanche, du coup, la passerelle, elle sera beaucoup plus facile à faire puisque vous êtes vraiment sur des compétences transférables. Ensuite, une reconversion professionnelle, c'est un changement effectif. Ça veut dire que, et ça en fait, ça pointe le fait, surtout en France, que bien souvent une reconversion, elle implique un parcours diplômant ou une reprise d'études ou un concours, et qu'en fait, tant qu'on n'a pas réussi cette étape-là, la reconversion, elle est en chemin. Et puis enfin, 2 ans dans le nouveau métier, une reconversion professionnelle, que ce soit très clair, c'est pas un parcours erratique. Ça veut dire qu'en fait, un jour, vous prenez une décision, que le chemin devant vous, vous savez ce que vous allez faire et que pour l'atteindre, ça va prendre un certain temps. En revanche, j'ai rencontré récemment une dame qui me dit, moi, ça fait 15 ans que je suis en reconversion. Non, en fait, ça fait 15 ans qu'elle fait des CDD dans différents secteurs et qu'en fait, justement, aujourd'hui, elle n'a pas de fil rouge et qu'elle a l'impression de pédaler dans la semoule. Donc, une reconversion, c'est 2 ans dans un nouveau métier. Quelles sont les 5 étapes d'une reconversion professionnelle volontaire? Alors, je suis désolée, le slide a été légèrement bidouillé. C'est pas super clair. Vous avez la vocation contrée qui est la première étape. Ensuite, vous avez la deuxième étape qui est le désengagement.
la latence, la période de latence, puis vous avez une bifurcation et une contre-effectuation pour vous réengager sur votre nouveau projet. C'est votre réengagement. Je vais vous détailler chaque étape. Donc, la vocation contrée. Donc déjà dans cette salle, qui d'entre vous a le sentiment d'exercer le métier qu'elle fait aujourd'hui ou qu'elle a fait ces dernières années par vocation? Chouette. Parfois, j'ai personne. Donc, la vocation contrée, en fait, c'est extrêmement fréquent. On est très nombreux à ne pas forcément exercer le métier qu'on fait par vocation, ou alors peu ont la chance de réussir à faire le métier pour lequel ils avaient une vocation enfant. C'est pas du tout un problème et ça ne veut pas dire surtout que toutes les personnes qui sont dans une situation de vocation contrée vont se reconvertir. Ok. En revanche, ce qui est intéressant, puisqu'on parle en fait, quand on parle de reconversion professionnelle, on parle de votre identité professionnelle à chacune. Et ce qui est important, c'est que quand on réussit à faire le métier pour lequel on avait une vocation, déjà, on a une identité professionnelle qui s'ancre très profondément en soi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vocation contrée? C'est finalement le moment où vous allez choisir vos études et où vous n'allez pas forcément être en maîtrise de votre choix. Donc, vous avez évidemment beaucoup de facteurs. Il y a la question des études. Je ne parle pas de l'orientation, mais des études dans le sens où, par exemple, un échec au bac ou un échec à un examen peut déclencher un parcours qui va être un parcours, on va dire, un petit peu compliqué et sans forcément d'objectif à ce moment-là. Vous avez aussi le genre. Il est évident que les femmes, elles sont plus naturellement orientées vers des métiers qui sont bien pour elles. Les métiers d'accompagnement, bien évidemment, entre autres. Donc, en fait, ce qui est intéressant pour vous, c'est de vous dire, mais comment j'étais au moment où j'ai choisi de faire mon orientation professionnelle? Quels sont les facteurs qui ont influé sur moi? Évidemment, l'environnement familial est votre premier élément de référence. C'est établi que dans le choix de l'orientation, les parents et l'environnement socio-familial est extrêmement structurant. J'aime à dire, alors tout ça c'est pas de moi, hein, c'est des études, que lorsque vous êtes enfant d'ouvrier ou lorsque vous êtes enfant de cadre, le nombre de métiers dont vont vous parler vos parents est le même. Voilà, on a un prisme qui est très réduit. En revanche, si vous êtes enfant de cadre et que vous avez un bac plus 5, ce sera plus facile pour vous de changer après. La différence, elle se fait là. Mais le champ des possibles et le prisme réduit de la famille, il est le même pour tout le monde. Retenez-le aussi, parce que je pense qu'il y a pas mal de mères dans la salle. C'est aussi notre responsabilité maintenant. Et puis, vous avez comme vocation contrée les aléas de la vie. Je vais vraiment me dépêcher, en fait, là, je traîne un peu. Les aléas de la vie, voilà, c'est un accident de vie, devoir travailler beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Voilà. Donc, ça vous empêche de vous réaliser dans la vocation contrée. Alors, l'étape numéro 2 d'une reconversion professionnelle, c'est le désengagement. C'est le j'en ai marre. Alors là aussi, tout le monde quasiment passe par une phase de désengagement. Le désengagement, c'est un concept gérontologique en fait, qui formalise le changement de rôle. D'accord. Donc en fait, quand on est ado et qu'on devient adulte, on vit un processus de désengagement. Alors le désengagement, il peut être lié à de nombreux facteurs. Une surcharge de travail, un travail sous pression. Alors la pression, ce n'est pas forcément la quantité, ça peut être aussi la qualité. Quand on vous confie des dossiers ou des tâches pour lesquelles vous ne vous sentez pas suffisamment qualifié, ça génère beaucoup de stress et donc un désengagement parce qu'on ne se sent pas capable. Ça aussi, c'est assez féminin. Élément de désengagement extrêmement fort, un changement d'organisation où vous ne vous retrouvez plus. Ça aussi, du coup, on prend de la distance par rapport à son travail. Un élément qui est extrêmement fort, alors ça, je l'avais beaucoup vu quand j'ai étudié la reconversion professionnelle des avocats, c'est si vous travaillez dans un environnement conflictuel. Un environnement conflictuel, on est sur une relation en fait vraiment de prise de pouvoir. Et peu importe votre compétence professionnelle, si vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole et d'affirmer votre position, vous serez toujours en position de vous sentir, entre guillemets, mauvais. D'accord? Donc en termes d'identité professionnelle, c'est extrêmement structurant, alors même que ce ne sont pas vos compétences qui sont en cause. Donc si ici dans la salle, vous avez des personnes qui se questionnent et qui sortent d'un environnement professionnel extrêmement conflictuel, ne sous-estimez pas cet impact. Peut-être qu'en fait, vous aimiez beaucoup votre travail. Voilà. Donc, à cette étape de désengagement,
vous ne prenez pas conscience de votre expression de changement. On n'est pas dans une logique de reconversion encore. C'est une étape vers la reconversion. La reconversion, c'est vraiment la phase de latence, la phase numéro 3, où en fait vous remettez fondamentalement en question votre engagement professionnel et vous exprimez, donc vous-même, vous formalisez le fait que ça ne peut pas continuer comme ça et que vous devez changer. D'accord? Alors en général, la formalisation, elle est évidemment par l'expression. L'expression, elle peut se faire aussi physiquement. Moi, j'ai comme ça eu quelqu'un qui a eu 6 mois de psoriasis avant de quitter son cabinet d'avocat. Et c'était comme ça qu'il avait formalisé le fait que ça devenait insupportable. L'expression, elle va se faire aussi par forcément le fait d'en parler autour de vous. Ce qui est intéressant avec la latence, c'est qu'en fait, vous avez à peu près 2 types d'éléments qui sont générateurs de cette expression. Vous avez les éléments qui sont professionnels. Donc évidemment, lorsque vous subissez un licenciement professionnel, si vous étiez déjà en phase de désengagement, la latence, ça peut être vraiment l'occasion à ce moment-là de changer. Le mal-être, il peut être vraiment la prise de conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Un enseignant qui n'arrive pas à préparer ses cours à l'avance. Voilà. Un avocat qui ne supporte plus la relation avec ses clients. Des éléments très factuels où vous vous dites mais là c'est plus possible et c'est pas en changeant de structure que ça va se régler, c'est que je suis sur quelque chose de beaucoup plus fort. C'est vraiment le constat que le changement s'impose. Et donc le deuxième temps de la latence, une fois que vous avez pris conscience de cette nécessité de changer, c'est la recherche d'alternatives. Donc c'est là où vraiment j'attire votre attention sur une grande vigilance. Il faut faire le tri entre le ras-le-bol et l'envie. Je vous ai indiqué tout à l'heure quels étaient les facteurs de désengagement. Pour faire le tri entre le ras-le-bol et l'envie, c'est vraiment important de bien être au clair avec les raisons qui font que vous avez l'impression que vous devez changer. Est-ce que ce sont des raisons conjoncturelles ou est-ce que ce sont des raisons de fond? Alors ensuite, je vais me dépêcher pour vous parler de la bifurcation, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc vous avez en effet ces éléments professionnels qui peuvent se passer, une mobilité professionnelle, une mobilité géographique, un licenciement. Voilà, ça forcément, ça va plus facilement vous inviter à passer à l'acte. Pour des femmes, dans les éléments personnels maintenant, chaque naissance est l'occasion de se questionner. Ne sous-estimez pas cet impact-là. La perte d'un proche est évidemment aussi, ou des difficultés personnelles sont évidemment des facteurs de désengagement. Il y a un élément sur lequel je souhaiterais insister, c'est toutes les périodes de la vie où on est en retrait de la vie professionnelle. Congé maternité, congé parental, voyage. Il y a beaucoup de personnes qui partent faire des voyages, 3 mois, 1 an. En fait, on est déjà sur un processus qui est engagé et qui est très long. Les périodes d'arrêt maladie, les personnes qui sont en longue maladie, tout ça, ce sont des situations où votre identité professionnelle vacille et où le questionnement sur votre engagement professionnel est extrêmement fort. Alors, voilà, 2 choses que je vais dire avant de m'arrêter. Retenez toujours ça, l'événement provoque le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est chacune ici présente qui va donner du sens aux événements qu'elle vit. Vous ne subissez jamais un événement. Vous pouvez avoir un arrêt maladie de 6 mois ou de 1 an. C'est vous qui allez lui donner le sens que vous souhaitez lui donner. Est-ce le sens d'une reconversion ou est-ce que vous souhaitez retourner dans votre poste? Mais ce n'est pas vous qui subissez. Ce n'est pas cet arrêt qui va vous amener à. Gardez toujours ça en tête. Vous êtes toujours à la manœuvre. Et puis l'autre élément que je voudrais vous dire, voilà, ça c'est important aussi. En fait, on n'est pas sur un fonctionnement qui est aussi joli que ça. C'est important de se dire que c'est un processus qui est lent. Les personnes en fait qui font une bifurcation comme ça dans la précipitation, quand vous lisez tous les ouvrages dont je vous ai parlé, c'est pas forcément le gage d'un réengagement et d'une reconversion qui va être solide. Il est évident que parfois la bifurcation, elle se fait à ce moment-là. Et que finalement, c'est à ce moment-là que vous démarrez la période de latence. Ça prend du temps. On n'est pas sur un processus qui est aussi clair que celui-ci. Votre réengagement, il implique que vous vous soyez approprié les événements que vous avez vécus. Je pense aux personnes qui subissent des reconversions puisqu'elles ont par exemple des situations de handicap, etc. C'est très fréquent, mais on ne peut pas se réengager sur un projet tant qu'on n'est pas au clair avec ce qu'on a vécu auparavant.
Je ne sais pas du coup, Claire, où j'en suis. Je dois arrêter là. Donc, on n'a pas de temps d'échange. Ah, super, ok. Bah, du coup, alors voilà, je voulais vous donner des petits, voilà, alors des petits éléments pour vous faciliter la reconversion. Donc, ma reconversion, pourquoi et pour faire quoi? Alors, donc les conseils que je vous donne, c'est d'être toujours dans le concret quand on revient sur son passé. Je vous ai donné plusieurs éléments qui vous invitent vraiment à avoir un questionnement profond avant de prendre une décision, de ne pas être seul. Ça, c'est vraiment important de se décentrer aussi et de ne pas d'avoir un autre regard sur ce qu'on a pu vivre, d'entrer dans un groupe ensemble un job. Connaître son cahier des charges, c'est très important. Le cahier des charges, c'est quelles sont mes contraintes, combien je dois gagner, quel est mon bassin d'emploi. On est dans le concret parce que c'est aussi l'assurance de la réussite de votre projet. Il faut mettre des mots sur vos ressources et ses goûts et vos goûts. Je ne sais pas hier s'il y en a qui ont assisté à la conférence sur les soft skills. C'est vraiment important de savoir dans la largeur tout ce qu'on sait faire. Revenir sur votre parcours personnel et professionnel, très 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 important. En fait, c'est écrire votre histoire de vie. Et puis accueillir les nouvelles idées. Donc avoir un champ qui est très large pour après évidemment vous recentrer. Mais il y a un moment dans votre vie aussi où il faut être en ouverture totale. Voilà, donc avant de terminer et d'avoir un temps d'échange avec vous, je voudrais juste vous dire que si vous êtes en questionnement sur votre reconversion, c'est pas facile de faire un choix. C'est pas facile du tout. C'est une situation inconfortable, mais que à partir du moment où vous acceptez que vous allez devoir renoncer, vraiment soyez heureuse et engagée dans votre choix. C'est vraiment aussi ce qui va vous donner de l'énergie et qui va vous nourrir. Moi, j'ai un stand Ensemble un job. Aujourd'hui, je ne vous ai pas tellement présenté mon offre, ce n'était pas le sujet. En revanche, nous serons vraiment contentes de vous accueillir à des séances découvertes gratuites qui sont sur invitation. Donc, vous êtes invités sur le stand à venir les retirer.